Emmanuel Graff, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour ce 34e Festival Itinérance. On vous retrouve avec plaisir parce que vous étiez venu nous présenter il y a 2 ans un film qui s'appelle La Trace de nos pères, un film documentaire sur l'immigration italienne en Lorraine. Et là, cette année, vous revenez nous présenter un autre film qui a pour thème aussi finalement l'immigration et qui parle cette fois-ci de l'Ukraine, qui s'appelle Carnet ukrainien. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot de ce film? Un mot. Un Un mot, mot deux d'un ou un film peu en 4 plus? chapitres, ouais. Alors oui, c'est un film que j'ai fait, auquel j'ai commencé à réfléchir déjà en 2011-2012 parce que je travaillais en fait en Lorraine, région dans laquelle j'ai travaillé 20 ans, même plus. Je travaillais sur les associations communautaires polonaises, slovènes, et ukrainiennes et russes. Et je voulais faire, à l'origine, en fait, je voulais faire un film sur ces associations de gens d'origine de pays de l'Est. Et j'ai été en fait rattrapé par l'actualité, l'actualité personnelle, privée, et puis l'actualité sociale, culturelle, politique, etc. Tout s'est à un moment donné focalisé sur l'Ukraine. Alors j'ai provisoirement laissé tomber ces quatre, enfin les Slovènes, Russes et Polonais, et je me suis consacré à l'Ukraine, toujours dans l'optique de regarder comment fonctionne la diaspora. En fait, la diaspora en Lorraine, puisque je suis lorrain, la diaspora à Lausanne, dans la région du lac Léman, parce que je vis là, et puis comme j'ai épousé une Ukrainienne et qu'on a un petit qui a 3 passeports, donc je vis quotidiennement la diaspora, notamment par rapport au fait que le pays d'abord a été quasiment en guerre, puis est en guerre maintenant mais différemment. Donc c'est un pays qui fait souffrir les diasporas à l'extérieur. Et moi je le vis quotidiennement et j'ai voulu en parler parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. En tant que Français, on n'a pas l'habitude, depuis un certain temps, d'être en dehors de la France et de voir la France souffrir. Donc ça, c'est ce que vivent les Ukrainiens depuis 2 ans. Et j'ai voulu en parler parce que c'est des souffrances souvent personnelles, peu connues, mais profondes, quoi. Alors c'est un film en 4 chapitres, vous le disiez. 4 chapitres, on peut dire 4 regards différents, puisque vous l'avez pas filmé à chaque fois de la même façon. Ouais, c'est pour ça que ça s'appelle Carnet. C'est un peu comme bon, ça serait un livre de 4 lourdes pages qu'on tourne l'une après l'autre et qui effectivement ont un lien commun, c'est l'Ukraine, mais ont des préoccupations différentes. Donc il y a un chapitre sur la diaspora dans la vallée de la Fench, il y a un chapitre sur une partie de l'histoire ukrainienne qui s'est jouée à côté de Metz, un truc assez tragique. Il y a un autre chapitre sur une ONG en Suisse qui essaye d'aider les Ukrainiens sur un truc très particulier dont on parle aussi assez peu, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et puis le 4e chapitre qui est le plus gros, qui est simplement moi suivant avec ma caméra ma femme et le petit. Pourquoi on sourit quand on parle du petit? Parce qu'il est trop mignon, c'est Voilà. tout. Hein. Et un truc tout bête, c'est ma femme retournant à Kharkiv, revoir sa mère, son cousin, son oncle, etc. C'est un truc tout bête, mais ça se passe au moment où le Maïdan commence à se former. Donc on s'est dit que ça serait intéressant de prendre une bonne caméra avec soi et on n'a pas eu tort parce que c'est un chapitre intéressant parce que Anna donc, va à Kharkiv, revoit sa famille et puis retourne à Lausanne. Et là, j'en profite pour faire un portrait de la diaspora lausannoise au moment du Maïdan et au moment de la chute du régime du président détesté de l'époque. Alors ce thème de l'immigration, là, on sent qu'il vous est cher. Pour quelles raisons est-ce que vous continuez de l'explorer dans vos films? Déjà au départ, moi je viens d'une région qui est marquée par l'immigration, hein, la Lorraine industrielle. Moi, quand j'étais petit, mes copains avaient des noms polonais, slovènes, italiens, algériens, etc. Et donc déjà pour moi c'est un truc naturel. Je veux dire, j'ai découvert qu'on pouvait être étranger quand j'avais 10 ou 15 ou 12 ans. Je veux dire, avant c'était ce qu'on appelle un creuset. Et puis après j'ai été immigré moi-même. C'est-à-dire que moi, il ne faut pas oublier, je suis un Français en Suisse. Maintenant j'ai les 2 passeports, mais je suis quand même toujours passablement tourné vers la France dans toutes mes activités. Donc c'est un milieu familier pour moi. Et quand je vois, moi, l'ancien migrant, quand je vois ma famille sur Skype parlant avec les grands-parents, j'ai affaire à la migration au quotidien, c'est-à-dire
avec un outil en plus qu'on n'avait pas à l'époque, c'est-à-dire la possibilité de parler à sa famille qui est très loin par un outil tout simple, avec un écran, on voit tout le monde, etc. Donc la migration, je la vis tous les jours. Mais je trouve qu'on n'en parle pas forcément souvent de ce que ça veut dire au quotidien. Par exemple, parler sur Skype au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre l'avion pour aller voir sa famille et puis de revenir, etc. Quel sentiment on a quand on revient, surtout d'un pays qui est prêt de basculer? Enfin, tout ça. Donc, très loin de toute géopolitique sur la migration, etc. Et les grands débats qu'on fait en ce moment, soit sur les réseaux sociaux, soit dans les milieux politiciens. Moi, c'est la migration au quotidien qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire tous les jours d'être ailleurs que dans son pays d'origine? Et alors, dans cette immigration dont vous parlez, dans votre film aussi, on le ressent, c'est toujours associé à une forme de combat, entre guillemets, c'est-à-dire de combat pour la liberté, pour l'acceptation, pour préserver la mémoire. Est-ce que c'est volontaire, ça, de montrer ça, ou bien finalement c'est ce qui s'en dégage? Bon, je pense que j'ai une inclinaison naturelle à la mémoire parce que, d'abord, je viens d'une région où on a très très vite basculé. On a basculé du plein emploi et de la grosse industrialisation à tout d'un coup des usines fermées avec des friches. J'avais fait un film sur la problématique des friches dans les années 2000, 2005. Donc la question de la mémoire, elle s'est toujours posée parce que, de par mes origines, d'une région où elle se pose tout le temps. Encore maintenant, et elle se posera encore, parce qu'il y a encore des usines, enfin ArcelorMittal, Florange, dont on a beaucoup parlé, il y a déjà des gens qui se disent, mais tiens, le lieu mémorial Lorrain, ça devrait être là, alors qu'il y a un lieu officiel à 10 km, à Ucange. Bon, tout ça, c'est des petits détails. Mais c'est vrai que pour moi, la mémoire, c'est quelque chose avec quoi je vis de par mes origines, et aussi peut-être, bon ça c'est à titre personnel, moi j'ai été élevé par mes grands-parents qui m'ont transmis des histoires anciennes du début du siècle. Je viens aussi d'une région où mon arrière-grand-père était soldat prussien, mon grand-père était soldat français, enfin l'histoire de mémoire chez nous on sait ce que c'est. Et peut-être à un autre niveau, je pense que transmettre une mémoire complexe, tout ça, et riche et de valeurs humaines, c'est important pour préserver l'avenir de certains courants politiques qui voudraient tous nous embrigader dans des choses peu recommandables. Je dis ça de manière très générale, mais je crois que c'est clair. Et puis c'est vrai que pour répondre encore un peu plus à la question, les hasards de la vie font que de temps en temps, on découvre des lieux de mémoire. Par exemple, celui du chapitre 1 dans Carnet ukrainien, le banc Saint-Jean à côté de Metz, c'est quand même un lieu où il y a 22 000 Ukrainiens enterrés, alors que la quasi-totalité de la région ignore tout de ce camp. Et c'est une des grosses surprises de ce film, c'est que les gens découvrent le plus grand charnier de France qui se trouve là et dont les archives dormaient, quoi. Ça, c'est vraiment un truc assez puissant. Donc ça, c'est les hasards. On rencontre des gens qui prennent... En Lorraine, c'est souvent comme ça. Dans d'autres régions, je pense aussi. C'est-à-dire que c'est des individus qui, tout d'un coup, tombent sur quelque chose et trouvent ahurissant le silence qu'il y a autour. Et ils le prennent en charge pour, entre guillemets, déterrer les histoires de mémoire. Alors ça sert aussi bien à la mémoire lorraine, découvrir ce qui s'est passé en Lorraine, que à des familles en Russie ou en Ukraine qui, du coup, découvrent ce qu'est devenu un lointain parent qui avait disparu en France dans ces années-là, dans les années 43-44. Alors, dans le film, on parle également de la guerre, bien sûr. La guerre, enfin, c'est un terme compliqué, parce que les médias l'ont baptisé la crise ukrainienne. Donc, ouais. Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une guerre? En même temps, en tout cas, dans le film, on sent bien que c'est là et que c'est assez douloureux aussi à vivre. Oui, alors pour parler de ce que les médias modérés appellent la crise ukrainienne, qui est en fait une guerre qui, de l'avis de beaucoup de gens, était quand même prête depuis des années. Si jamais le régime pro-russe tombait à Kiev, il y avait plein de scénarios possibles. Moi, j'ai suivi donc les diasporas de la vallée d'Affench, la diaspora de Lausanne, et j'ai suivi donc mon épouse et le petit pour parler de ça à travers eux.
Donc, la façon dont ces gens ont vécu ça, et puis la façon dont ils en parlent, etc. Puis une évolution des personnages. Dans le générique de fin, par exemple, on voit que une fois qu'on a fini le film, les gens ont continué à évoluer. Par exemple, la mère de ma femme, qui était contre la destruction des statues de Lénine, après le rapt, le vol de la Crimée par le Kremlin, elle est devenue carrément pour. Donc il y a eu des basculements aussi des populations russophones. Contrairement à ce qu'on croit, l'Ukraine n'est pas coupée en deux, ceux qui parlent russe et ceux qui parlent... C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a énormément de russophones qui étaient russophiles aussi un peu, qui se sont dit mais là le truc de la Crimée c'est le truc c'est le truc de trop quoi. Ouais. Il y a quand même un regard critique. Ouais, moi je pense que c'est un des trucs, c'est un des aspects que je trouve là, avec le recul par rapport à mon propre film, des plus intéressants peut-être, c'est de voir l'évolution des personnages. Même ma femme qui parle russe couramment et qui est très fière de parler russe, parce qu'elle aime cette langue, elle est devenue assez rapidement une patriote ukrainienne, hein, sans être du tout nationaliste. Il faut pas, en Occident, on confond toujours les deux, mais là, c'est juste des gens qui veulent qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse libres de faire leur propre choix. Donc, oui, critique. Bon, moi, j'ai une sainte horreur des régimes autoritaires qui envoient l'armée pour régler pour soi-disant régler les problèmes. Donc ça, c'est clair. Mais j'ai suivi des personnages qui souffrent et qui évoluent un petit peu dans le film et qui finissent par avoir des convictions, oui, bien sûr. C'est une mue qui se fait, en fait. Pardon ? C'est une mue qui se fait. Oui, en fait. Mais c'est une mue qui répond à la question. En France, on a vraiment, pour simplifier tout, on a vraiment l'habitude de dire c'est un pays, c'est simple, il y a à droite les pro-russes et à gauche les pro-Europe, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord, rien n'est jamais immobile, je viens de le dire. Ensuite, le sentiment ukrainien est énormément partagé en Ukraine. Il n'y a pas des régions où tout d'un coup il y a une espèce de limite géographique et puis là on bascule dans le coin des autres, etc. Non, c'est pas compliqué. D'autant plus que le séparatisme, soyons très clairs, il a été organisé de l'extérieur, il a été encouragé, il a été armé de l'extérieur. Et puis il y a peut-être des gens qui ont peur, donc ils se disent pro-russes parce que se sentent menacés aussi. Beaucoup de choses tiennent par la peur, c'est absolument clair. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Graff d'être venu nous voir pour nous présenter votre film Carnet ukrainien. Peut-être une dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets dans les mois qui viennent, d'autres films peut-être ? Alors oui, c'est très simple. En fait, Carnet ukrainien a été monté en même temps qu'un autre film qui, lui, est tout à fait à 100% consacré à la révolution du Maïdan. Ce film s'appelle Sacha H. des ailes au Maïdan. H pour Rapachenko, c'est son nom de famille. Et plutôt que de raconter le Maïdan, peut-être comme ça a été fait très bien d'ailleurs, la plupart du temps par d'autres, nous, on a choisi de raconter le destin d'un jeune Ukrainien de 26 ans qui s'est fait tuer donc, lors de la révolution du Maïdan. On a choisi de raconter de démêler les chevaux, c'est-à-dire de parler à travers ses parents, sa fiancée, ses amis, etc., un destin ukrainien un peu moyen. C'est-à-dire qu'est-ce qui a poussé un jeune qui n'était pas de Kiev, qui n'était pas politisé, etc., à venir finalement avec les autres, à lancer des pavés, des choses, etc., et puis à dire le président doit partir. Ça nous a semblé un moyen un peu original de parler à travers un destin singulier, de parler d'un collectif qui était surpuissant, parce qu'il y avait quelquefois 200 000 personnes au Maïdan certains soirs, etc. Et par ce film, on essaye aussi de contrer quelques mythes aussi dans certains courants politiques occidentaux, par exemple le Maïdan arrosé de dollars, ou le Maïdan financé de l'extérieur ou organisé par la CIA, ou le Maïdan creusé de néofascistes, etc., etc. Nous, ce qu'on a constaté, c'est des choses largement plus compliquées que ça, beaucoup plus subtiles, et puis une vraie révolution populaire. Alors je sais que dans certains milieux politiques en France, on conteste tout à fait le côté populaire de la révolution, mais néanmoins, enfin bon, voilà, vaste débat. En tout cas, ça donne envie de voir ce film bientôt. Merci. Il va peut-être sortir bientôt. Oui, alors Faux Raccord. Faux Raccord est une petite boîte de production de Metz qui travaille sur effectivement la distribution de ces deux films. Voilà, on espère qu'effectivement, aussi bien en Ukraine que dans les pays francophones, France, Belgique, Suisse et Luxembourg, on les verra bientôt. Merci à vous Emmanuel Graff. Merci à vous. Et puis bon festival bien sûr. Merci.